Bonjour à tous. Je suis Christian Olivry, président d'Actipol 21. Je ne peux pas dire que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, vous ne me croiriez pas, mais depuis 10 ans, cette idée de coworking m'a passionné. En 2009, lorsqu'on l'a présenté à certaines administrations, c'était un peu parler une autre langue. Et des entreprises disaient « non, ce n'est pas pour nous ». Et puis les choses ont changé, les initiatives sont multipliées. Les administrations, les collectivités ont compris l'opportunité. Les entreprises, méfiantes, au début, commencent à y prendre goût. Néonomade, The Village et bien d'autres sont ainsi nés. En 2015, répondant à un souci de qualité et d'identification, Actipol 21 lançait l'idée d'un label du coworking. C3. Repérer quelles sont les caractéristiques d'un tiers-lieu pour le distinguer, soit d'un hôtel entreprise ou d'un café Wi-Fi. 150 espaces sont labellisés. Aujourd'hui, la France aime le coworking. Sous ce slogan, c'est une France de l'innovation dans l'activité humaine, en lien avec son cadre de vie direct pour de nouvelles formes de travail. Parce qu'on a besoin de contacts, d'attaches, de repères, d'être bien où nous travaillons, le tiers-lieu répond à ces aspirations. C'est pour cela qu'ils essaiment. Bien sûr, de plus en plus d'initiatives publiques et locales sont là pour les soutenir, mais rien ne se passerait si l'initiative personnelle ne partait pas au départ. À cet instant, à l'instant que je parle, près de 400 tiers-lieux dans 70 départements sont en ligne dans tout le territoire. Ils sont urbains, ruraux, de 6 000 m² à 60 m², avec Néonomade, SoSmart, The Village, Cowork in Voiron, B-Coworking, Caravan Cowork, Cozy Work et aussi Multibureau, La Fabrique, le village d'Arvieux, sans oublier Blue Bubble Agency et Adali. Ce fut un plaisir d'organiser cet événement. Chaleureux aussi, remerciements pour la Fondation Travailler Autrement, la Radio Cowork et bien sûr Spaces, chez qui nous sommes accueillis, ainsi que tous nos intervenants. Deux parties, comme vous le savez, pour ce débat. Baptiste, cofondateur de Néonomade, animera la première partie. J'animerai la seconde. 2 temps pour échanger à la fin de chaque partie. Donc, envoyez vos questions dès maintenant, au 0607 4096 40 00 96. Baptiste, à toi pour ce premier débat. Bonjour à tous, merci Christian de m'avoir passé la main. Donc je suis Baptiste Breton, cofondateur de Néonomade, qui est la première plateforme de coworking en France. Et je suis ravi d'être parmi vous pour animer cette table ronde qui s'intitule Quels bénéfices du coworking? Alors, on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui au monde des entreprises et à la manière dont les sujets du coworking et du travail à distance s'intègrent progressivement aux pratiques et au quotidien des salariés et qui vient bouleverser les stratégies RH et immobilières des entreprises. Sans plus attendre, je vais vous présenter nos intervenants pour la table ronde d'aujourd'hui, qui démarre avec un tout petit peu de retard, donc désolé, mais c'est aussi les joies du direct. Donc François Omeril. François, vous êtes président de la Confédération française des entreprises, Confédération générale des cadres, CFE-CGC. Et en tant qu'observateur avisé des transformations à l'œuvre dans le monde du travail, vous allez nous donner votre vision sur cette tendance de la flexibilité, mot parfois un peu polysémique, flexibilité en tout cas du lieu de travail et de l'organisation du travail, dont le coworking et les tiers-lieux ne sont finalement que l'une des facettes. Gérard Messanvy, vous êtes délégué général de l'association Club Entreprises de taille intermédiaire, les ETI, que l'on appelle donc ETI et qui ont un contexte assez particulier sur les sujets de la mobilité et des nouveaux modes du travail. Vous allez nous en parler. Les ETI étant un type d'entreprise qu'on oublie parfois, qui sont un peu l'intermédiaire entre la grande entreprise et la TPE. Et vous allez nous parler du potentiel de déploiement de ces sujets. On y reviendra. Benoît Sanders, vous allez nous parler des retours d'expérience concrets de Bouygues Bâtiment, et notamment Bouygues Bâtiment Île-de-France, dont vous êtes le directeur de la transformation digitale. Et vous allez nous faire un retour concret sur le nomadisme et l'utilisation de coworking pour vos salariés télétravailleurs et nomades, sujet que je connais bien puisqu'on l'a déployé ensemble. Donc j'aurai quelques questions assez précises à vous poser sur ce sujet.
Pour nous rejoindre aussi sur cette table ronde à distance, nous avons deux représentants de l'univers du coworking, avec Aurélie Ripoche, qui est fondatrice et directrice de La Fabrique en Vendée, et Yolène Pifto, qui est directrice du spot multibureau à Nantes. Donc les régions sont évidemment bien représentées aujourd'hui, puisque le mouvement du coworking est national. Et elles vous présenteront les projets de ces espaces qui ont des concepts et des modèles différents, qui sont aussi, représentent aussi la diversité de l'écosystème du coworking. On espère que la liaison avec elles va fonctionner, parce qu'on est en direct et on doit les avoir avec nous à distance. Alors, pour introduire le débat, je me tourne vers vous, François. Donc, vous êtes le président de la CFE-CGC. Pourriez-vous nous présenter rapidement votre organisation et puis la manière et le regard qu'a votre syndicat sur ce sujet des nouveaux modes de travail, dont le coworking? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Peut-être une petite précision d'abord, CFE veut dire Confédération Française de l'Encadrement. Mais c'est pas très grave, je suis pas très gêné que vous ayez dit Confédération Française de l'Entreprise, parce qu'il m'arrive souvent de dire l'entreprise c'est nous, hein, parce que quand bien même on soit une organisation syndicale représentant les salariés, on considère qu'on le fait pour le bien-être des salariés, et si les salariés travaillent dans de bonnes conditions et qu'ils ont du bien-être à travailler, eh bien l'entreprise s'en ressent beaucoup mieux. Vous me posez la question de la vision qu'on a aujourd'hui en tant qu'organisation syndicale sur l'évolution, les nouvelles formes de travail et les conditions dans lesquelles s'exercent ces nouvelles formes de travail. Donc, bien entendu, en tant que tel, on pose sur le sujet un regard critique au sens positif du terme, un regard prospectif, et on essaye, comme toujours, et sur tout le sujet, de construire une vision positive, une vision de société, d'essayer de regarder comment ces évolutions, qui sont pour certaines technologiques, vont avoir une influence, vont pouvoir contribuer à avoir une influence positive sur les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Et pour faire ça, eh bien, finalement, on essaye de poser un constat sur la réalité de la situation, sur le vécu des gens au travail. Alors, cette table ronde, cet événement que vous faites et dont je dois vous féliciter, tombe finalement assez bien. Il se trouve que, hasard des circonstances et des calendriers, ce matin même, je participais à un événement pour la publication de l'enquête cadre emploi, qui fait chaque année un petit baromètre de l'évolution des mentalités, des désirs des cadres à l'emploi. Je vais vous citer très court un des éléments de la synthèse du rapport qui dit 70% des cadres souhaitent exercer leur activité en télétravail de façon régulière, alors que ça n'était que 62% en 2013. Donc ça, c'est un événement documenté, c'est factuel. Mais dans les faits, seuls 45% y ont déjà eu recours, alors que seulement 37% en 2013. Et il est noté, c'est le commentaire de ceux qui ont fait l'enquête, que cette volonté de travail à distance pourrait aussi trouver racine dans l'éloignement souhaité des cadres avec le quotidien parfois pesant au sein de l'entreprise. En effet, 54% des cadres estiment que leur employeur n'a mis aucun plan d'action pour lutter efficacement contre la gestion du stress et les risques psychosociaux, phénomène pourtant de plus en plus prégnant. Voilà, si vous voulez, ça c'est une bonne base, un bon point de départ, parce que là on est sur un sujet de société, on est sur un sujet qui touche les individus, qui touche les gens dans leur relation avec leur travail, avec l'exercice de leurs compétences, avec le collectif de travail, avec les objectifs qu'on leur assigne. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va regarder les solutions disponibles avec la technologie, effectivement, avec une approche environnementale, comportementale, et comment on peut grâce à ces moyens-là, eh bien, proposer des solutions, travailler avec les entreprises, dans les entreprises, avec les employeurs, sur des solutions qui permettent en même temps d'améliorer les conditions de travail, de répondre à des désirs et de trouver des solutions pour que le travail dans lequel chacun s'investit produise un résultat qui soit plus en accord, plus efficace pour les objectifs de l'entreprise. Tout à fait. On peut aussi citer, alors, il y a une étude d'Actineo qui va être révélée le 2 avril qui confirme aussi ce que vous dites, qui montre que 30% des salariés aujourd'hui se disent nomades. On constate vraiment le nomadisme dans les pratiques des collaborateurs, alors parfois encadrés, parfois moins encadrés. Du coup, je me tourne vers Benoît. Benoît, donc, vous êtes directeur de la transformation digitale chez Bouygues Bâtiment Île-de-France. Et vous avez mis en place des dispositifs
assez innovants pour permettre le travail à distance, alors à la fois nomade et télétravail, de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous expliquer un peu le cheminement que vous avez fait chez Bouygues Bâtiment sur ces sujets? Alors, c'est vrai que donc, je travaille dans une entreprise de construction, Bouygues Construction, et donc une entreprise très terrain au sens de, voilà, on fait des chantiers, on est dehors, et ainsi de suite. Et en fait, on a ce qui est finalement des agences temporaires qu'on monte souvent pour nos chantiers, sont finalement des lieux de travail. Et donc finalement, dans notre nature, on a l'habitude de travailler partout, puisqu'on fait un chantier à droite, à gauche, un peu partout en France, un peu partout à l'international. Et donc on s'est dit, profitons plutôt de cet aspect qui est très particulier à notre métier pour faire de tous nos chantiers des lieux de travail. Et donc des lieux de travail nomades pour finalement un collaborateur qui passe par ici puisse s'arrêter et puis trouver un bureau. Donc on a lancé en 2016 une plateforme comme ça qui permettait de référencer tous les chantiers qui étaient disponibles pour accueillir des collaborateurs. Et puis on passait par une application, vous nous avez dit là-dessus, pour pouvoir justement réserver un lieu de travail. Finalement, on a vu que ça marchait, qu'il y avait une certaine appétence des collaborateurs. On en reparlera un peu plus tard, mais il y a une de nos filiales qui a aussi déménagé, qui en a profité pour aller encore plus loin et se dire finalement, c'est pas que mes chantiers, mais je vais aussi ouvrir, et c'est là que notre partenariat a beaucoup fonctionné, je vais ouvrir tous les espaces qui existent, qui sont référencés sur la plateforme NeoNomad à mes collaborateurs. Et aujourd'hui, on a fait le test avec cette business unit, ça a été pertinent, et donc on a ouvert grandement à tout Bouygues Bâtiment France-Europe, donc voilà, sur tout le territoire français entre autres, les 700 espaces que vous référencez, et donc nos collaborateurs ont aujourd'hui accès à ces espaces et peuvent réserver en 3 clics un lieu de travail qui leur permet de travailler à distance. On va voir une petite vidéo de témoignage sur ce sujet là, qui montre un peu mieux en action justement l'utilisation de coworking par des collaborateurs qui avait été faite effectivement avec la filiale qui avait testé un peu en avance de phase. Et peut-être qu'on reviendra un peu là-dessus parce que dans les freins qu'on a aussi sur ces sujets, télétravail, travail à distance et coworking, souvent on voit que les explorateurs entre guillemets ou les pionniers ou les testeurs en amont permettent de déblayer un peu le chemin, de montrer que ça peut fonctionner pour ensuite déployer. C'est l'une des clés, l'expérimentation. C'est l'une des clés aussi pour montrer que ça marche et pour essayer de convaincre. On va faire un petit détour du côté de la Vendée avec Aurélie qui nous a joint par téléphone, puisque vous savez que l'événement est retransmis dans plus de 400 espaces aujourd'hui. Donc on avait on avait cette vocation à vraiment donner la parole aux espaces qui font le mouvement au quotidien. Aurélie, vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Ok, super. Donc Aurélie, vous êtes directrice et cofondatrice de la Fabrique aux Essarts, qui est en Vendée. Pourriez-vous nous parler de votre projet et nous donner un petit avant-goût du coworking dans votre belle région? Oui. Donc moi, mon projet, en fait, depuis 2010, je suis installée à mon compte pour proposer aux entrepreneurs un accompagnement et des conseils sur la gestion quotidienne. Et du coup, j'exerçais ce métier en grande partie de mon domicile. Donc l'isolement commençait à être isolement et du coup, la mise en place la mise en réseau est de plus en plus compliquée. Donc je me suis concentrée sur devenir mon activité et j'ai découvert un petit peu par hasard que c'est pas de mon que je cherche à m'occuper en plein mois, c'est un petit peu la fin. J'ai tout de suite accroché avec le concept et je me suis dit que c'était peut-être ce qui manquait en Vendée. Donc la Vendée, c'est notamment le nord du département connaît depuis plusieurs années un effort économique flagrant. Donc le département il attire beaucoup de touristes grâce à la côtière et grâce à la notoriété, du food, etc. Alors moi je me suis installée en fait en plein centre de la Vendée, en fait sur la commune de Saint-Bocage, petite commune, donc on peut dire que la fabrique fait un espace de coworking à la campagne, mais qui est située sur un carrefour très stratégique parce qu'elle dessert l'autoroute qui relie Nantes, Angers, Bordeaux, la côte, etc. Donc la situation de la commune centrale sur les grands axes en fait permet de répondre à bon nombre de télétravailleurs et d'indépendants de tout le département et même au-delà. Donc voilà un petit peu comment est né le concept. Et puis à la fabrique, du coup, on a organisé on dispose d'une vingtaine de places en open space, de 2
et organisé tous les espaces sont réservables en ligne. Donc à partir d'une heure d'utilisation, donc comme dans beaucoup d'espaces de coworking, c'est en fonction de l'utilité de chacun, avec ou sans lendemain en fait. Voilà. Pour ma part, moi je suis la première coworkeuse de mon espace parce qu'en fait je continue mon job d'assistante externalisée depuis la fabrique. Ce qui me permet d'être présent, de pouvoir ensuite de classique, de créer du lien et des rencontres entre chaque utilisateur. Chez nous d'ailleurs, les utilisateurs ils ne sont pas appelés des coworkers, ils sont appelés des freelancers. Des quoi, pardon? Voilà. Aurélie, on n'a pas bien entendu de... Comment s'appellent vos coworkers? Les fabricants. D'accord, les fabriqueurs. Voilà. Et justement, Aurélie, quels sont les types de populations que vous hébergez quelle est la typologie de la communauté chez vous? Alors, j'ai pas dédié l'espace de coworking à une typologie spécifique. J'ouvre en fait un petit peu à tous les professionnels divers et variés. Donc, en fait, j'ai régulièrement des chefs d'entreprise avec des télétravailleurs. J'ai aussi des comptables, que ce soit à leur compte ou en cabinet pour recevoir leurs clients. J'ai des photographes, des vidéastes, des graphistes, illustratrices, des coachs, des directeurs artistiques, formateurs, écrivains publics, etc. Donc c'est très mélangé entre salariés, indépendants, TPE. Salariés, ouais. J'ai une télétravailleuse qui est envoyée par son employeur toutes les semaines. Donc à l'espace, et puis du coup après son chef d'entreprise vient une fois par mois faire des bilans commerciaux avec ses commerciaux au sein de la fabrique. Après c'est plutôt des personnes indépendantes, des formateurs ou alors des grosses entreprises du coup qui se délocalisent là plutôt pour des réunions. D'accord. Voilà, parce que étant sur un lieu central en fait, de la Vendée, les personnes s'y retrouvent comme ça. Aurélie, vous aviez, je crois, un témoin ou un coworker, un fabriqueur qui était à côté de vous, qui voulait témoigner. Est-ce que vous voulez le présenter, lui passer le micro? Oui, je vais passer le micro. Donc c'est Justine, en fait, la graphiste illustratrice qui m'a accompagnée tout le long de la création du projet et en fait qui est devenue la première fabriqueuse de l'espace avec moi. Justine maintenant a élu la fabrique, donc je vous la cache. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Du coup, on se posait la question, c'est évidemment intéressant pour nous de parler directement aux utilisateurs. C'est eux qui font, c'est les membres de la communauté qui font l'intérêt de ces espaces et de tout ce qui s'y passe. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que vous avez trouvé dans ce projet et les raisons qui vous poussent à rejoindre cette communauté? Oui, tout à fait. Moi, ça fait déjà quelques mois en fait, que j'envisageais d'aller travailler en espace de coworking pour effectivement sortir un petit peu de cet isolement auquel j'ai pu être confrontée, travaillant seule. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais besoin de fait d'air, de pouvoir échanger, partager éventuellement des problématiques, pouvoir faire émerger des nouvelles opportunités et puis tout simplement travailler dans un chouette espace. C'est vrai qu'au départ, la fabrique est un espace très agréable, très lumineux et puis l'intérêt c'était vraiment de pouvoir déclencher en fait des nouvelles opportunités et je me trouve plutôt bien donc je ne regrette absolument pas mon choix. Super. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci Aurélie pour ce témoignage et ce petit vent de Vendée. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, prochaine question, retour à Paris. Prochaine question pour Gérard. Donc, Gérard, vous êtes délégué général de l'association Club ETI. Alors, pourriez-vous nous dire un petit peu comment se définissent les ETI et puis quelles sont un peu leurs particularités et peut-être leurs spécificités dans la prise en compte de sujets des nouveaux modes de mobilité et des nouveaux espaces de travail? Très bien. Donc la définition statistique des ETI, elle est assez simple en fait. C'est les entreprises qui se trouvent donc entre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 milliard.
et entre 250 employés et 4 999. Donc ça, c'est la définition statistique. Et ensuite, les ETI se définissent souvent comme des entreprises de long terme, des entreprises familiales, des entreprises des territoires. On en compte 5 800 en France. Et le paradoxe, c'est que voilà, c'est un peu l'angle mort des politiques publiques. Peu de gens connaissent l'acronyme ETI, qui a que 10 ans, la loi de 2008. Et alors que ces ETI, en fait, sont les seules entreprises qui ont créé de l'emploi de manière continue depuis la crise. Donc 300 000 emplois entre 2009 et 2015. C'est un tiers des exportations françaises, c'est un tiers du chiffre d'affaires des entreprises françaises, et on en parle très peu. Donc ces entreprises ont décidé de se fédérer en club, le club ETI sous l'égide du METI. Et donc l'idée en fait de travailler sur le coworking est assez importante parce que en fait ces entreprises font face à deux obstacles. Premièrement, en fait, elles pâtissent d'un déficit d'image. Donc, elles ont besoin de travailler leur marque employeur, et d'autant plus qu'elles sont ancrées dans les territoires. Donc, 70% des entreprises, des ETI, ont leur siège hors des métropoles, donc loin des transports, loin des agglomérations. Donc, l'accessibilité, voilà, exactement, c'est un vrai problème, voilà. Et du coup, donc, ces entreprises ont besoin déjà de garder leurs talents et d'en attirer de nouveaux. Donc, vraiment, c'est un chantier sur lequel nous souhaitons travailler parce que c'est capital pour les entreprises qui se développent énormément, qui sont en croissance et qui ont besoin de recruter. D'accord. Benoît, de votre côté, chez Bouygues Bâtiment, vous avez franchi le cap, vous avez passé le Rubicon sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour un peu des freins et des bénéfices que votre entreprise y trouve? On a parlé de marque employeur, là, évidemment, d'attractivité, de qualité de vie au travail aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez franchi ces différentes étapes, comment vous avez réussi à convaincre en interne, et puis comment vous avez réussi aussi à intégrer les coûts que peuvent représenter ces espaces pour des collaborateurs, puisque évidemment l'entreprise doit prendre en charge une partie de ces coûts. Et on sait que ça peut toujours être aussi un frein dans les entreprises qui sont évidemment très attentives à la gestion de leurs coûts. Alors, plusieurs questions sur la première partie qui est finalement les bénéfices, le pourquoi on fait tout ça. Il y a bien sûr une attente forte, d'accord, des collaborateurs finalement de vivre dans l'ère présent et donc dans les nouveaux modes de travail. Les nouveaux modes de travail, c'est quand même avec l'ère de la digitalisation, le fait de pouvoir travailler n'importe où. Finalement, aujourd'hui, avec mon smartphone et mon PC, je peux travailler n'importe où. Donc, si je peux travailler n'importe où, et ben pourquoi ne pas travailler ou à côté de mon rendez-vous client, ou entre deux rendez-vous, ou pourquoi pas à côté de chez moi aussi, parce que chez moi, c'est pas un bon lieu de télétravail, mais en revanche, j'ai un espace de coworking juste en bas, donc voilà. C'est sûr que c'est un sujet qui concerne beaucoup ceux qui sont beaucoup en déplacement, d'accord, ou ceux qui sont en Île-de-France, parce qu'il y a des problématiques de trafic, d'embouteillage, et ainsi de suite, d'accord. Parce que votre siège, on peut préciser aussi que le siège de Bouygues Bâtiment est à... Voilà, le siège de Bouygues Construction est à Saint-Quentin en Yvelines, d'accord, donc il n'est pas dans Paris intramuros, et donc à ce titre-là, comme il y a beaucoup de choses qui se font à Paris et qu'on est malheureusement dans un pays qui parfois est un peu trop centralisé, voilà, il y a beaucoup de choses qui, même sur les lignes de métro, c'est un peu tout vient à Paris. Et donc, finalement, là, on est dans une démarche vraiment de répondre à des attentes des collaborateurs, d'une part, et d'autre part, et bien finalement, on parle beaucoup de l'accélération du temps, et bien finalement, le temps devient une vraie ressource, d'accord? Et donc, moins je passe de temps dans les transports, finalement, plus j'ai de temps à travailler, et puis surtout, mieux je travaille en termes de conditions, parce que tous les espaces de coworking ont aussi cet avantage-là d'être modernes, flexibles, et donc d'être à ce titre-là, voilà, des nouvelles façons même de la façon de travailler, debout, canapé, et ainsi de suite, et donc d'apporter un peu de sang neuf dans tout ça. Alors bien sûr, on a parlé de l'attractivité qui est importante pour l'entreprise. Ouais. Donc voilà un peu les différents avantages, mais voilà, entre efficacité, souplesse, attractivité, voilà, tout ça vraiment nous a aidé à franchir et à convaincre aussi, c'est vrai, et c'est là où je vais en venir sur peut-être les obstacles ou les freins rencontrés. En fait, le problème, c'est qu'on est vraiment dans la rencontre du digital et du physique, hein, c'est-à-dire que ça vient impacter les nouveaux modes de travail. Ça vient finalement dire je ne vais plus travailler comme je travaillais avant, et donc si ça vient dire ça vient toucher la relation à mon manager, d'accord? Parce que là où les managers avaient l'habitude d'avoir leurs équipes autour d'elles et en disant finalement c'est comme ça que je manage parce que les gens sont autour de moi, et le travail que j'ai dû faire moi, c'est auprès des managers leur expliquer que elles n'étaient pas autour d'elles, mais c'est pas pour ça qu'elles ne travaillaient pas pour elles. Voilà. Et donc, finalement, il y a eu beaucoup d'accompagnement au changement. On voit beaucoup dans tous ces sujets de transformation, et surtout que moi, je pilote. Voilà, c'est toujours ce sujet de l'accompagnement au changement, et donc de bien expliquer les bénéfices, ce qui va se passer et comment on va le faire.
Si jamais j'avais un peu une phrase à donner pour convaincre, pas justement pour convaincre, mais pour aider ceux qui veulent se lancer d'une façon générale dans les projets de transformation, c'est qu'il ne faut pas chercher à convaincre, il faut chercher à mobiliser. D'accord ? C'est vraiment important de ne pas passer d'énergie pour convaincre tout le monde, mais bien à mobiliser tout le monde. Et finalement, l'important, c'est qu'on aille tous dans la même direction, même s'il y en a qui vont sur des routes différentes, du moment qu'on va dans la même direction. Et donc, c'est pour ça que les ajustements aussi permis par ces plateformes, ça permet qu'en fonction des directions, on donne plus ou moins accès à des espaces. Il y en a qui voulaient qu'il n'y ait pas trop d'espace. On ne donne pas trop d'espace. Et la flexibilité des plateformes permet ça. Et vous avez mélangé espace interne et espace externe. Voilà, et on a toujours gardé cette idée-là, parce que nous, on a nos espaces, on a nos chantiers, donc on garde ces idées d'espace interne. Mais c'est vrai que le maillage fait qu'on n'a pas des chantiers non plus partout, d'accord ? On a des concurrents. et donc finalement, compléter donc, les espaces internes de tous les espaces externes fait que finalement, on a aujourd'hui un maillage très dense sur le sujet, et donc on répond vraiment aux besoins. Merci. François, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Je vous vois prendre plein de notes et vous avez l'air très inspiré. Ce sujet de l'encadrement, non mais c'est vrai qu'à la CFECGC, comme vous le disiez tout à l'heure, on est sur l'encadrement. L'encadrement est potentiellement un frein parce qu'évidemment le travail à distance implique une confiance, en tout cas dans le fait que les collaborateurs vont travailler, vont être efficaces. La plupart des études et des retours d'expérience qu'on a montrent que c'est le cas. Mais c'est un sujet qui est complexe. Quelle vision vous avez de ces freins qui font qu'aujourd'hui on n'est pas aux 70% de taux d'adoption dont vous parliez tout à l'heure? Je vais peut-être vous raconter quelques anecdotes. D'abord, vous dire que finalement, à cette table ronde, vous auriez pu inviter le responsable, le propriétaire ou l'animateur du plus grand espace de coworking de France, qui est le patron de la SNCF. Aujourd'hui, les TGV qui sillonnent la France sont sans doute les espaces les plus fréquentés du coworking. On y travaille, on y dort, on y mange, on y joue. Et finalement, je pense qu'on pourrait s'intéresser d'assez près à l'efficacité ou non de ce dispositif-là. Alors, plus sérieusement, je vais revenir sur la question du télétravail. Je pense que c'est une bonne façon d'entrer dans le sujet. Il y a plusieurs manières. C'est comme une boule à facettes. Elle brille différemment suivant l'angle sous lequel on la regarde. D'abord, le télétravail. Je fais très rapidement référence à l'étude de cadre emploi dont je parlais tout à l'heure sur le nombre de personnes qui souhaitent faire du télétravail. Ce sont des pourcentages. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait du travail. Enfin, tous les cadres font du télétravail. Ouais. Tous. Ils le font sans le savoir. Tout le monde a son smartphone, vous le disiez tout à l'heure. On fait du télétravail le samedi soir, on fait du télétravail le dimanche matin, parfois, on en fait dans le train, etc. Donc en fait, tout le monde en fait. Et ça prend des formes différentes. Ça n'est pas toujours bien rémunéré, si je peux me permettre cette remarque, mais je pense que ça pose pas mal de questions finalement. Le télétravail, et là je vais vous donner un exemple. Il se trouve que moi-même, qui suis responsable syndical, j'ai dans mon entreprise, la CFECGC, un certain nombre de personnes qui travaillent, qui sont salariés, et nous avons un accord télétravail. Et il y a peu de temps, j'interroge un de mes chefs de service au service études et je lui dis dans quelles conditions fais-tu le télétravail? Et là, cette remarque, je pense qu'elle est très intéressante. Il dit, moi, je prends un jour de télétravail quand j'ai un dossier à finir, quand j'ai besoin de calme, quand j'ai finalement besoin de me confronter à l'échéance du temps et de la nécessité de l'isolement, de la distance nécessaire par rapport à un environnement qui peut être nécessaire dans d'autres circonstances pour avoir des débats, des échanges, pour confronter des points de vue, donc cet échange physique que je crois absolument nécessaire dans le collectif de travail, mais il y a des moments, des instants où il faut entre guillemets fermer la porte. Voilà, on a connu tous ces réflexions, ouvre ta porte, il y a eu une époque même que j'ai connue, je suis un des plus anciens à cette table, j'ai connu cette époque, laisse la porte ouverte, envoie un signal que tu es disponible à l'échange, et la société a dématérialisé les échanges, et désormais, effectivement, on voit bien qu'il faut recréer un certain nombre de choses. Il y a un intérêt précis à un type de travail dans le travail à distance, mais tout le travail auquel on est confronté n'est pas forcément éligible à cette solution-là. Et je crois que c'est là, finalement, où il faut être extrêmement attentif. C'est trouver la bonne limite. Et je crois que beaucoup d'entreprises, je sais qu'à Bouygues c'est le cas, mais il y en a bien d'autres, il faut
d'une certaine façon, négocier avec les représentants, je parle des grandes entreprises, et même des ETI, il faut négocier avec les salariés, avec leurs représentants, les conditions médianes, finalement, optimum, qui feront qu'on tirera le meilleur bénéfice du travail à distance, quelles qu'en soient les conditions. Après, ce sont des aménagements. Et la nécessité aussi d'avoir un contact physique, des zones d'échange avec le collectif de travail, ça nous paraît extrêmement important. Ouais. Pourquoi? Et je termine là-dessus. Il y a un rapport de sang entre les échanges qu'on a en tête-à-tête, entre les paroles qu'on s'échange, entre le verbe et l'écrit. Et ça, on le sait tous. N'importe qui a écrit un jour une lettre à son fils, à sa sœur, à son mari ou à sa mère, c'est que le poids de l'écrit pèse beaucoup plus fort que le poids de l'oral. Et il faut bien avoir en tête que s'agissant des échanges, là je parle donc principalement des mails et des communications qui sont parfois la commande de travail, eh bien ça peut peser, il peut arriver un moment où quand les échanges se font uniquement sous la forme écrite, eh bien ils peuvent peser beaucoup plus fort et beaucoup plus fortement, beaucoup plus douloureusement que les échanges que nous avons en interaction directe. Et finalement, c'est cet équilibre-là qui est toujours très très difficile à construire et sur lequel un dialogue est absolument nécessaire entre ceux qui organisent le travail et ceux qui l'exécutent. C'est vrai qu'on est un peu en train de tous ensemble bricoler un nouveau modèle d'organisation du travail finalement, comme vous le disiez. On cherche un équilibre. On a vu aussi des entreprises qui sont allées peut-être trop loin dans le travail à distance et qui en sont revenues, notamment aux États-Unis. Je pense à Yahoo notamment qui a fait beaucoup de bruit. Je pense qu'en France, on est peut-être un peu plus attentif à ça aussi, à se dire quel est le bon dosage qu'on va mettre dans ce travail à distance pour garder un collectif de travail. Et le point que vous soulevez qui est très intéressant aussi sur il y a certaines fonctions qui ne sont pas télétravaillables ou qui ne sont pas travaillées à distance, et certaines fonctions qu'on ne pourra pas faire en coworking notamment. Et ça, Gérard, je me tourne vers vous parce que c'est un sujet en préparant, vous m'en aviez parlé un petit peu, vous m'avez dit dans les ETI, ça peut être un sujet parce que le problème, c'est que les gens qui sont déjà, enfin les personnes qui sont déjà capables de travailler de manière assez autonome avec parfois des situations qui sont meilleures, on leur donne aussi le télétravail alors que les salariés qui eux viennent sur les sites de production notamment continuent à devoir venir tous les jours et ça peut être aussi un frein au déploiement. Tout à fait, oui. En effet, au sein du club, en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France, on a lancé un chantier télétravail mobilité. D'accord. Il y a un consensus auprès des dirigeants pour faire avancer en fait cette cause entre guillemets. Et quand on discute en fait avec les personnes qui vont s'occuper de la mise en œuvre opérationnelle du télétravail, notamment les DRH, on fait face notamment à cet écueil-là. En fait, il faut savoir qu'un certain nombre d'ETI sont industriels ou, par exemple, sont dans des secteurs du bâtiment, de la logistique, des transports. Et je discutais avec un DRH qui me disait écoute, moi d'un côté, j'ai mes cadres qui sont bien rémunérés, qui ont des conditions confortables, qui travaillent dans les bureaux, à qui je pourrais octroyer ce droit en plus. Mais à côté, sur les quais, j'ai mes manutentionnaires qui font face à une pénibilité physique assez importante, qui sont généralement en bas de l'échelle, entre guillemets, et que je laisserai sur le quai. Voilà, je ne pourrais pas leur octroyer le télétravail. Et donc, ça pose la question de l'équité sociale, en fait, au sein de l'entreprise. Comment, du coup, ne pas créer encore plus un fossé entre les catégories les plus aisées, les plus formées et les mieux rémunérées, et d'un côté, des personnes qui ne pourraient pas, en fait, exercer leur travail à distance. Et c'est le cas d'énormément d'ETI. C'est un frein. Oui. Intéressant. Merci pour ce témoignage. C'est un témoignage dont on n'avait pas... Oui, on oublie un petit peu qu'effectivement, la part non télétravaillable ne sera, peut dans certains cas vouloir dire que toute l'organisation est freinée sur ce sujet. Je pourrais me permettre une question. Entre le télétravail résidentiel et le télétravail en espace de coworking, comment valorisez-vous l'un par rapport à l'autre? Est-ce que le télétravail en espace de coworking n'est pas un peu nouveau, n'est pas la bête nouvelle qu'on vient de découvrir il y a quelques années et qui va être petit à petit celui qu'on va employer de plus en plus, ou alors on va garder le télétravail résidentiel? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre, moi, pour ce que je connais, ce que j'ai vu des usages aussi des collaborateurs et dans les discussions que j'ai avec tous les collaborateurs qui sont sur la plateforme, il y en a beaucoup qui me disent, chez moi, c'est pas un lieu de travail. Donc finalement,
le télétravail chez soi, il a beaucoup émergé parce qu'il n'y avait pas tous ces espaces de coworking. Mais maintenant qu'il y a tous ces espaces qui ont émergé, eh ben, ils disent ouais, je suis quand même mieux dans un espace qui est vraiment fait pour le travail, qui est pensé pour le travail, et dans lequel en plus je vais croiser du monde, parce que tout le monde me dit mais oui, ok, j'ai du travail à faire tout seul, et la vidéo le disait, il y a souvent, mais quand même, j'ai envie de prendre une pause de 5 minutes, et donc si je croise quelqu'un d'une autre société avec qui je peux discuter, eh ben, c'est aussi intéressant. Donc c'est pour ça aussi pour moi que finalement là, on avait basculé beaucoup vers le télétravail chez soi, et que là, ça revient un peu sur ce que j'appelle plutôt moi du travail nomade, qui est plutôt, voilà, au sens, voilà, je suis sûr. Et donc, grâce à l'émergence de tous ces espaces, eh ben, c'est ça qui fait aussi pour moi. C'est vrai qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas ça. Voilà, et donc. Et on rejoint aussi un petit peu ce que vous disiez, François, tout à l'heure. On finit par ne plus savoir où est sa vie pro, sa vie perso, et on télétravaille le dimanche matin au petit déjeuner, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée pour la tête et pour le corps. Et c'est une manière aussi de un petit peu plus sanctuariser, en tout cas, le travail dans des lieux qui sont appropriés. Et c'est des retours effectivement qu'on a au quotidien sur la plateforme. Après, je pense qu'il ne faut aussi pas opposer télétravail et coworking. Ils sont complémentaires. Comme vous disiez, c'est aussi des facettes différentes d'une boule qu'on est en train d'explorer avec vous tous. Merci beaucoup. On va refaire un tout petit tour vers Nantes pour justement discuter d'un espace qui, lui, a notamment la particularité d'héberger de nombreux salariés. Donc je pense que ce sera un éclairage intéressant parce qu'ils pourront vous dire directement sur le terrain quels bénéfices ils y trouvent. Yolène, vous êtes avec nous? Yolène? Bonjour à tous. Oui, bonjour Yolène. Donc vous êtes la directrice du spot multibureau à Nantes. Merci d'être avec nous. Pourriez-vous nous présenter un petit peu le cheminement qu'a fait le groupe multibureau, qui est un acteur historique des centres d'affaires, vers le coworking et plus précisément comment est organisé et comment fonctionne votre espace à Nantes? Alors, c'est vrai qu'avec plus de 33 ans d'existence, Multibureau est effectivement un acteur historique des centres d'affaires. Très tôt, nous avons vu arriver le phénomène du coworking et nous avons voulu faire évoluer notre offre pour la proposer à des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un bureau tous les jours, ou la proposer à des personnes nomades, d'où notre présence dans les 3 grandes gares parisiennes, ou une offre de travail plus économique qu'un bureau fermé, et ainsi toucher des indépendants, des freelances, des startups ayant des budgets beaucoup plus limités. Nous avons donc créé notre premier espace de coworking que nous avons appelé le Spot lors de notre déménagement dans notre nouveau centre de Neuilly en 2013, donc à Charles de Gaulle. Le deuxième espace de coworking a été ouvert à Nantes, deuxième espace pour multibureaux et premier espace en région qui a vu le jour un an plus tard en 2014. Voilà. Donc depuis le concept, depuis chaque nouveau centre multibureau qui ouvre a son espace de coworking et nous le déployons également sur les sites existants lors des rénovations. Alors parfois on a des coworking et parfois on a des multi-spots, comme sur Nantes par exemple, où on a la chance d'avoir 2 centres d'affaires. Notre deuxième centre situé dans le Nord-Est a un mini-spot. Donc voilà, aujourd'hui, Multibureau, c'est 26 sites en France, en Belgique et en Suisse. D'accord. Et en termes de population et d'utilisateurs, vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors, en termes de population, oui. Alors, en termes de population, donc, déjà, ce sont des espaces partagés. Nos espaces de coworking sont des espaces partagés fermés, composés de plusieurs ambiances de travail et occupés par différentes sociétés. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, on l'avait créé pour toucher également une population que nous n'avions pas dans nos centres d'affaires, avec les créateurs d'entreprises, les indépendants et les freelances que je disais tout à l'heure. Et sur Nantes, notre spot est fréquenté à 95%. 95% de nos coworkers sont des salariés. C'est vrai qu'on le vérifie pas sur tous nos sites multibureaux, mais l'ensemble de la
Ouais. Alors, on a comme activité le digital, la communication, les relations humaines, les voyages, l'histoire comptable, l'intercontrat, le conseil, on a tous les services. Parlez-nous un peu plus, Yolène, de ces animations. Qu'est-ce qui s'y passe? Quel est le but? Quel est l'intérêt et les avantages qu'en retirent les coworkers? Et puis, je crois que vous avez aussi un coworker qui va prendre la parole pour nous préciser ça juste après. Oui, j'ai Ludovic Leclerc qui est à côté de moi et qui a bien voulu nous parler de son expérience chez nous. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, tous nos coworkers et tous nos clients en général sont intéressés par toutes les animations qui s'y passent. Tous les mois, nous organisons des conférences ou des ateliers sur différentes thématiques. Ces événements sont liés, destinés à tous nos clients, mais sont aussi ouverts à l'extérieur. On peut aussi mettre en exergue donc l'expertise de certains de nos clients, qui peuvent être aussi des conférenciers ou des animateurs de ces animations. Cela leur permet d'avoir, d'élargir leur réseau et d'avoir une visibilité plus importante. Ça permet à notre clients de se former ou de s'informer sur d'autres sujets qui les intéressent. Et ça permet aussi à Multibureau de faire un petit peu de proactivité pour aller chercher, pour se faire connaître en particulier. Et vous m'aviez dit, Yolène, aussi en préparant le plateau, que c'était aussi quelque chose qui avait bien fédéré les troupes chez vous, puisque c'était assez motivant pour vous de changer de métier, en fait, quelque sorte. Enfin, en tout cas, de faire évoluer le métier historique. Absolument. C'est vrai qu'on n'a pas que les conférences, on organise aussi des cafés, des petits déjeuners pour présenter toutes les nouvelles sociétés qui arrivent. Et c'est vrai qu'on était en face d'un nouveau métier, presque. Donc, on a été obligé de mettre en place des happiness, un petit peu je ne sais plus comment on appelle ça, des Happiness Officer. officers dans chaque multi-bureau pour écouter, animer, créer du lien avec chaque coworker et chaque résident. Ce poste, ces casquettes sont portées par des assistantes de clientèle ou des adjointes ou même des responsables de centre qui portent ces casquettes. D'accord. C'est vrai que ça a dépoussiéré un peu le métier, ça donnait une autre envergure avec une dimension très positive et une dimension très humaine. Merci Yolène. Est-ce que Ludovic veut nous dire un petit mot? Désolé, le temps presse un petit peu. Et je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions par SMS. On aura 5 minutes pour prendre vos questions à la fin. Le numéro de téléphone est sur le site Coworking France. Donc n'hésitez pas. J'en sélectionne quelques-unes en ce moment et puis on essaiera de vous répondre dans le temps qui nous est imparti. Ludovic? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Pour un petit peu parler de mon cas personnel, donc, je travaille pour la société Alcatel Lucent Enterprise. Je suis télétravailleur dans le sens où j'habite à Nantes. Les bureaux de ma société, le siège est à Paris. Ça fait pas mal d'années que je travaille dans ce mode-là, de télétravailleur, avec pas mal de déplacements. Et puis, moi maintenant, une situation un peu plus de travail en sédentaire. Et donc, j'ai eu le besoin de trouver un tiers-lieu pour travailler, continuer à travailler à la fois en télétravail et puis dans un lieu de coworking qui m'apporte une bonne complémentarité. Ça me permet de bien cloisonner à la fois vie privée et vie professionnelle. J'ai fait le choix de multi-bureaux qui m'apportent tous les services au niveau du coworking que j'attendais. Services très professionnels et comme le précisait Yolène, ça permet de bénéficier aussi des conférences qui sont organisées, un petit peu des sortes de meet-up qui se font sur différents sujets qui peuvent intéresser. Merci Ludovic. J'en profite pour vous poser une petite question qui est arrivée par SMS, qui pose la question, et elle était dirigée à Benoît, mais je vous la pose à vous aussi,
qui prend en charge le coût de cette utilisation du coworking? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre entreprise? Alors c'est au niveau de la société que c'est organisé, effectivement. D'accord. Tous les gens qui sont un peu détachés des sites principaux, suivant leurs activités. Donc on a des vendeurs, par exemple, en région, qui bénéficient de ce type de mise en place. D'accord. On a aussi des petits sites déportés ou des équipes déportées, et du coup, elles bénéficient de ce type d'espace de coworking. Benoît, chez vous? Même chose, c'est l'entreprise qui prend en charge, hein, ça fait partie de la qualité de vie au travail, et là-dessus, l'entreprise, voilà, c'est 100% de l'entreprise qui prend en charge. Comment vous expliquez, Benoît, que beaucoup d'entreprises rechignent en fait à payer un coût qui finalement n'est pas très important quand on parle de 20 € par jour, qu'on peut économiser du temps de transport, du stress, avoir une ambiance, etc. C'est rien par rapport au salaire de personne, et qu'on sait qu'à la maison, il peut y avoir des distractions, on peut être pas forcément confortablement installé. Comment vous expliquez ce frein des entreprises pour payer, c'est vrai, un coût qui est supplémentaire, mais qui est quand même pas exorbitant? Alors, je dirais, pour l'avoir vécu, parce qu'il a fallu, donc je cherche à quand même bien expliquer la démarche à l'ensemble de la direction générale et pourquoi on fallait faire, c'est, je pense, une non-connaissance des coûts, c'est-à-dire que des coûts et des statistiques. C'est-à-dire que moi, si je m'appuie sur les statistiques de mon entreprise, en gros, les collaborateurs qui l'utilisent, ils l'utilisent une fois dans le mois, pas plus que ça. D'accord? Donc, on voit bien que c'est surtout une solution, pour la plupart des collaborateurs de Bâtiment de France, une solution pour dépanner. D'accord? Et donc, finalement, on montre bien avec des statistiques, et c'est pour ça qu'on a fait le test sur une business unit et qu'elle a montré que ben, c'était pas non plus open bar au sens de, voilà, oui, bien sûr, ça pourrait l'être, mais finalement, le besoin n'est pas non plus là de tous les jours travailler à distance. Et donc, les coûts sont en effet peu, parce que ça fait 1 jour par mois, par collaborateur. Et donc, quand on étale ça, c'est finalement des coûts que l'entreprise arrive à supporter. Je pense que, en élément de réponse aussi, c'est vrai que la problématique aussi, c'est que les coûts cachés, entre guillemets, du non-travail à distance ou de la continuation d'un modèle qui oblige les gens à continuer à avoir les temps de transport, etc., donc absentéisme, stress, etc., sont assez difficiles à mesurer. Et on voit de plus en plus des entreprises prendre ces sujets en compte. François, quel regard avez-vous là-dessus? Peut-être aussi un petit peu un mot de conclusion sur les accélérateurs qu'on pourrait peut-être imaginer. Est-ce que les pouvoirs publics qui sont assez absents en fait de ce sujet? Alors, j'exagère un petit peu parce que tout à l'heure on va voir que c'est pas le cas. Un peu de teasing pour la table ronde qui arrive derrière avec quelques annonces au niveau national. Mais voilà, quel est le rôle des pouvoirs publics, des associations intermédiaires aussi sur ces sujets et peut-être une réflexion sur les coûts et sur la rationalité de l'entreprise sur ces sujets-là? Merci de me tordre une perche. Les pouvoirs publics, comme d'habitude, ils débattent pour ne rien décider. Donc, bon, pardonnez-moi de faire à cet instant une petite remarque un peu aigre-douce, mais je veux revenir sur ce qui a été dit. Vous avez évoqué quelque chose, je crois, d'essentiel. Il faut chiffrer le coût du stress, quelle qu'en soit la source. Des organismes internationaux de haut niveau, hein, l'OMS, a proposé des chiffres qui font référence, qui sont relatifs au PIB, sur ce que coûte à une économie moderne le stress, quelle qu'en soit son origine. Parce qu'il y a du stress attaché aux conditions de travail, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On parle aussi, surtout c'était votre remarque, du stress lié au transport, principalement, il faut bien le dire, en région parisienne ou dans les grandes agglomérations. Pour prendre mon cas personnel, maintenant je travaille à Paris, mais je travaillais longtemps, je travaille actuellement encore à La Bâtie en Savoie et j'habite à 50 mètres de mon travail. Donc pour moi, effectivement, la question du temps de transport se résout à quelques pas de plus ou de moins, hein, suivant que j'allonge plus ou moins la foulée. Mais le temps de transport, il faut absolument le chiffrer, il y a le moyen de le chiffrer, et on parle, s'agissant de la région parisienne par exemple, d'une moyenne de 1h30 à 2 heures par jour, passées dans des conditions effectivement assez catastrophiques pour l'immense majorité des gens, qui génèrent du stress, de la fatigue et donc de la moins-value dans l'implication au travail. Donc là, on a un enjeu qui se chiffre en dizaines et peut-être en centaines de milliards d'euros. Et pour répondre là pour le coup très précisément à votre question, cette affaire est une affaire sur laquelle chacun doit se pencher, et y compris l'État en priorité. Je crois qu'il le fait pour la question de l'accessibilité au transport,
et en soi c'est déjà un sujet, et qu'il ne le fait pas très bien, parce que justement n'est pas pris en compte dans ce sujet-là l'impact que nous avons sur les personnes qui sont obligées d'user beaucoup du transport. Je pense qu'il faut, on a typiquement un exemple où il est nécessaire que chacune des parties prenantes, on dit parfois les corps intermédiaires, peu importe d'où qu'ils viennent et comment ils sont représentés, mais travaillent ensemble avec effectivement la puissance publique sur les voies et les moyens pour avancer dans le bon sens. Dernier point, peut-être justement, comme vous disiez, le mot de conclusion, coworking, télétravail. Moi, je connais beaucoup d'entreprises, notamment des SS2I, qui ont dans leur charte de télétravail le fait, puisqu'on parlait du coût, le fait que dès l'instant que quelqu'un serait considéré comme un télétravailleur, on va dire quasiment à 100%, à son domicile, eh bien l'entreprise s'engage à faire et à financer les travaux nécessaires à ce qu'à l'intérieur même de sa maison, il y ait un lieu pour travailler qui soit totalement isolé du lieu dans lequel la famille vit. Je crois que c'est absolument nécessaire. Et là, on a peut-être un peu justement le lien. Moi, je trouve que le témoignage de votre collègue était particulièrement éclairant. Il a travaillé longtemps chez lui en télétravail et tout d'un coup, il a senti le besoin, la nécessité de partager un espace avec d'autres personnes qui, de fait, ne sont pas de la même entreprise, mais avec qui il peut échanger un certain nombre de problématiques ressenties ou concrètes ou techniques de l'exercice de son travail. Je crois que tout est une question d'équilibre, de rationalité, d'intelligence collective, comme d'ailleurs au passage la plupart des problèmes qui se posent à notre société. Et bien, sur ce mot de conclusion, merci à tous. On va rendre l'antenne, entre guillemets, pour la prochaine table ronde qui va, du coup, d'une bonne transition, travailler sur tout ce qui est tiers-lieux et collectivités locales et l'impact sur le territoire qu'ont ces espaces et qu'a le mouvement du coworking et des tiers-lieux. Et donc, je vais passer la main à Christian dans 30 secondes pour enchaîner sur le deuxième temps de notre après-midi. Dans 1 minute 30, si vous voulez bien, parce qu'on a on a un petit intermède entre les deux. Avec un petit intermède. Merci à tous en tout cas. Merci. Bonne journée.